Je vais faire une petite parenthèse parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'arrivée à proximité de Mascana des forces syriennes. Il faut quand même noter qu'avant d'arriver donc à la limite extrême du gouvernorat d'Alep, donc à proximité désormais de Raqqa, certains villages de l'extrême est du gouvernorat d'Alep ont été le théâtre de l'élimination d'un total de 3000 terroristes de Daesh. Hein. Donc oui. Ça veut dire que les effectifs de Daesh commencent à fondre comme neige au soleil. Et c'est pour ça que ça pousse, probablement d'ailleurs pour ça que ça pousse en fait les forces militaires officielles des pays de la coalition US à intervenir elles-mêmes en Syrie. Directement, en effet, c'est vrai. Mais ça c'est intéressant et en fait moi ce que je voudrais aussi c'est profiter de cette parenthèse pour dire aujourd'hui le moral des terroristes est à zéro parce qu'ils perdent du terrain et parce que aussi ils perdent du terrain sur le plan militaire. Oui. Ça c'est un point, mais sur l'autre plan ils perdent aussi des hommes parce que nombreux Syriens qui étaient dans ces rangs se rendent, reviennent au sein de la patrie et redeviennent des citoyens normaux avec leur sentiment que de toute façon ils ont été complètement blousés. On leur a menti, ils ont été complètement abusés et donc là ils reviennent avec beaucoup de rengaine contre les terroristes pour aider l'État syrien oui. à se défendre et à protéger la population syrienne. Oui. Donc en fait là on peut dire que les réconciliations en Syrie font tache d'huile. Oui. Aujourd'hui, le gouvernorat d'Alep est pratiquement Homs déjà, qui était le premier qui a été visé par les terroristes. En 2011, 2012, ils ont commencé à faire des attentats contre la population, mais des plus acharnés, des plus dégueulasses, des plus horribles et des plus laids, je peux dire. Oui. Bon, aujourd'hui, cette ville qui est au centre de la Syrie, c'est pas seulement la ville, mais c'est l'ensemble du gouvernorat, qui est au centre de la Syrie, qui s'étale depuis le Qalamoun jusqu'à pratiquement frontière aussi de Palmyre et de Raqqa. Et aujourd'hui, il est exempt de tout terrorisme avec la sortie le 20 mai de la dernière fournée oui. de terroristes de ces territoires, avec donc les différents accords qui ont été faits sous l'égide à la fois de l'État syrien, des commissions de réconciliation, oui. Du Croissant Rouge syrien, etc. Donc, et des notables et de l'armée et des services syriens. Donc, cette ville qui est devenue complètement exempte de terrorisme, c'est déjà un grand acquis et un point très important d'appui pour l'ensemble des autres pays, des autres gouvernorats, je veux dire. Et d'ailleurs, Essar, excusez-moi de oui. vous interrompre, mais c'est une victoire très importante pour l'armée syrienne et pour la Syrie, puisque après Damas et Alep, je crois que Homs c'est la 3e ville de Syrie. Hein. Absolument, absolument. Et je tiens à signaler que tout ceci est arrivé après la libération, après la réunification d'Alep et puis la libération d'Alep de Jabhat al-Nusra qui pullulait à Alep Est et qui bénéficiait du soutien de tous les pays occidentaux oui. qui ont fait cette tempête médiatique et qui ont remué ciel et terre pour tenter de les sauver contre l'État syrien
à l'époque, ben, c'est pas si loin, c'est quand même en décembre 2016 que cette ville a été libérée complètement de tout terrorisme et qui a changé effectivement, qui était un point important dans la défaite du terrorisme en Syrie. Ça, je crois que c'est important. C'est un tournant. Il a complètement changé la donne, en fait, la libération d'Alep. La libération d'Alep-Est a été un tournant dans la guerre contre le terrorisme. Absolument, tout à fait. Ça a été un point très important. Et donc, après, sont arrivées aussi les grandes réconciliations dans la région de Damas, toute la région. Donc, il y a le Gloudan, Zamadani, Sergaya, Madaya, Attal, et récemment, aujourd'hui, il y a Barzeh et Qaboun qui a eu lieu avant. Et aujourd'hui même, il y a les terroristes qui sortent de Barzeh. Donc, c'est la dernière fournée des terroristes qui quittent Barzeh. C'est quelque chose d'assez important puisque maintenant, la majorité du territoire syrien devient exempt de terrorisme, ajouté au fait qu'au niveau de la steppe syrienne, l'armée syrienne a libéré plus de 400 villages, c'est ça? 400 villages, oui, et aussi, je crois, 2500 km² de territoire de libérer dans la partie est de Homs, de Palmyre et Tanaf, etc., qui va donc rejoindre les frontières irakiennes. Donc tout ceci est très important sur le plan stratégique militaire. Mais oui, justement, d'ailleurs, c'est très important sur le plan humain, je pense. Alors sur le plan humain, c'est la libération de ces 400 villages, mais sur le plan stratégique, c'est, vous m'avez dit, la libération de 10 montagnes et collines stratégiques qui permettent d'assurer l'avancée de l'armée syrienne. Tout à fait, l'armée qui a pris le contrôle de 10 montagnes et collines du Qalamoun Est, qui sont très importantes sur le plan stratégique militaire et qui sont aussi très importantes pour la suite des opérations, je peux dire, puisque il y a domination par le feu, comme on dit, comme les experts militaires disent. Je ne suis pas expert militaire, mais je rapporte des faits. Oui, c'est exact. Qui arrivent à protéger le dos de tous les convois militaires qui vont vers Tanf, justement, qui est aux frontières, Tanf et Boukamal, qui sont aux frontières irakiennes, en fait, entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie. Sur le plan humain, il est important de voir que ces libérations font une joie extraordinaire de la population. Il y a, cette population, entre parenthèses, que les médias mainstream décrivent comme étant opprimés par le dictateur. Oui. Hein? Oui. Je tiens quand même à le dire, là. Oui. Et donc, la population est plus que ravie et il y a des festivités importantes. Dans la ville de Homs, depuis le 20 mai jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, il y a des marathons, des festivités dans les lieux publics, etc. Absolument. Et ça, c'est très important. La libération de la ville Tel, en fait, qui est à côté de Damas aussi, a été célébrée par un marathon cycliste qui a commencé donc de Damas à la ville Tel sur l'autoroute, puisque c'était historiquement le lieu où s'entraînaient tous les cyclistes, tous les champions cyclistes de la sélection syrienne, des sportifs. Donc à Damas aussi, donc il y a partout des grandes festivités. À Alep, n'en parlons pas, il y a de grandes aussi festivités dans la ville d'Alep. On a vu ça déjà à Noël et le jour de l'an, mais ça continue.
les messes de Pâques orthodoxes de la Pâques, en fait, ont été célébrées dans des églises qui ont été restaurées, des églises anciennes de Homs et puis de Qaryatain qui ont été restaurées déjà. Donc, en fait, la population non seulement revient et elle est contente, mais aussi elle se met à pied d'œuvre pour reconstruire. Oui. Pour reconstruire le pays, pour reconstruire les édifices, pour nettoyer, pour déblayer, etc. Déminer, bien sûr, aux forces du gouvernement qui commencent d'abord par déminer, et Dieu sait s'ils trouvent des tonnes de mines et de produits explosifs et de charges explosives qui ont été plantées par les terroristes avant leur départ, mais aussi, alors ils déblayent, ils remettent en place l'infrastructure. Les équipes travaillent nuit et jour là pour reconstruire et pour réhabiliter la ville et faire aussi eux l'inventaire de ce qu'ils ont perdu, comment ils vont reconstruire, etc. Et tout ceci avec l'aide de la mairie, de la ville, l'aide de l'État syrien et de toutes les forces gouvernementales. Donc voilà, ça c'est déjà, je tiens à dire là en fait une information, et là je peux dire à tout le monde, la Syrie a décidé de recommencer aussi la foire internationale de Damas qui reprend donc au mois d'août cette année, au mois d'août, donc elle reprend sa version après avoir été arrêtée pendant 5 ans à cause de cette guerre, hein, qui a été menée sur la Syrie. C'est dire que c'est signe effectivement de victoire et de retour à la santé, si on peut dire, et à la vie normale qui se fait progressivement. Ce qui d'ailleurs est très bien, et que les Syriens, malgré des attentats terroristes qui ont eu lieu, puisque la ville de Homs a été libérée de tout terrorisme le 20 mai, le 23 mai, un attentat terroriste à une voiture piégée a été perpétré dans la rue de Al-Zahra à Homs. Mais bon, d'autres, hier, dans la ville de Damas, il y a eu des obus qui ont été envoyés sur la population et des missiles, etc., de la part des terroristes qui sont complètement démoralisés de cette défaite et qui se vengent, comme d'habitude, sur la population civile. Mais ça n'affecte pas le moral du peuple, hein. Au contraire, toutes les personnes qui sont interviewées, même après l'attentat, qui disent ils peuvent faire ce qu'ils veulent, nous sommes là, nous sommes résistants, nous résisterons, et notre État, c'est nous qui le choisirons, et c'est pas les autres. Et on veut pas d'interférence, et on veut pas d'ingérence dans nos vies, ni dans notre politique. Donc les gens affirment et réaffirment leur soutien à l'action gouvernementale, leur soutien à l'action du président Assad, qui dirige l'armée, et leur soutien alors infini à l'armée syrienne et à tous nos alliés et qui mènent cette lutte contre le terrorisme de notre côté. Alors avant d'entamer les 2 derniers points de ce CITREP, Essar, il faut quand même noter que effectivement Daesh perd du terrain à peu près partout, et comme vous dites, ils se vengent parce qu'ils n'ont jamais été comment je dirais, empreints de la moindre empathie ou du moindre scrupule. Ils se vengent sur la population à bombarder sans que ça ait aucun avantage stratégique, hein. C'est de la vengeance pure et simple. Et c'est malheureusement, je dirais, l'intervention de la coalition US qui vise à les soutenir, qui moi m'inquiète. Qui m'inquiète en particulier dans cette zone entre Soueïda, qui se trouve donc à l'est de Deraa, sauf erreur, et jusqu'à Al-Tanf, qui est
la ville qui est sur la route, qui va en Irak et qui passe à proximité des frontières nord ou est de la Jordanie. C'est-à-dire que au fur et à mesure que l'armée syrienne avance vers Al-Tanf, elle est obligatoirement, elle se rapproche des fameux rebelles modérés managés par Washington et ses alliés. Donc je reste personnellement très inquiet quand même par rapport à ça, sans remettre en question bien évidemment les victoires écrasantes de l'armée syrienne dans le gouvernorat d'Alep, à l'est du gouvernorat d'Alep, mais probablement malheureusement que cette zone-là va faire partie de l'actualité prochaine, parce que les Américains évidemment vont utiliser au maximum leurs mercenaires terroristes avant d'être obligés eux-mêmes d'intervenir directement, systématiquement. En effet, en fait, vous faites bien de le signaler, puisque la décision avec Theresa May et la visite Theresa May à Trump, etc., et leur décision par la suite de réactiver la MOC, en fait, c'est la table d'opération qui existe en Jordanie, l'activation aussi des camps d'entraînement en Jordanie dirigés par les Britanniques et les Américains et les Israéliens, les réunions qui ont eu lieu entre les services de renseignement saoudiens, israéliens et jordaniens, avec bien entendu les services de renseignement de l'OTAN, etc., et les officiers américains qui sont venus renforcer les effectifs en Jordanie, etc. C'est sûr que l'intention n'est pas cachée d'agresser la Syrie et faire éteindre, je dirais, les feux de cette gloire ou de cette victoire syrienne. Mais rappelons quand même que depuis mi-mars jusqu'à aujourd'hui, des attaques acharnées ont lieu contre Deraa. Oui. Mais acharnées, hein, ça a été des attaques de Daesh et puis des attaques qui recommençaient tous les 10 jours. À chaque fois, ils sont repoussés par l'armée syrienne, mais ils recommencent. Et donc, ils ont été repoussés, ils ont été défaits. Il recommence aujourd'hui, donc les attaques contre Deraa ne sont rien d'autre que ce que vous décrivez vous-même, que des attaques en fait des Américains, puisque de toute façon Al-Nusra, elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Ce sont les Américains qui prennent les commandes et qui prennent même qui attaquent eux-mêmes avec leurs mercenaires, alors de tous les différents pays, etc. Oui, oui. Mais l'armée syrienne le sait, nos alliés le savent aussi, et jusqu'à présent, ils essuient défaite sur défaite, et j'ose espérer que ça va être le cas malgré tout, parce que quand on se bat pour son pays et pour la justice, et on y croit, c'est autre chose que quand on se bat parce qu'on a une paye en tant que mercenaire. Absolument. Voilà. La motivation n'est pas du tout la même. Ça d'une part, et puis d'autre part, quand on est agresseur, c'est pas comme quand on se défend. C'est-à-dire, on se défend, on défend son pays, on défend sa famille, on défend sa patrie. Donc, c'est absolument pas la même détermination, ni le même type de combat. Voilà. On a la même chose d'ailleurs dans le Donbass. Je suis absolument certaine que l'armée syrienne et le peuple syrien et les alliés de la Syrie continueront à gagner jusqu'à la libération totale de toute partie et de toute parcelle de la Syrie aujourd'hui occupée par les terroristes ou les Américains ou les Turcs, etc., sous n'importe quel prétexte que ce soit. Oui. Voilà. On peut espérer en tout cas qu'Israël ne profitera pas de l'occasion pour partir depuis le Golan pour envahir la Syrie non plus.
Voilà, ça c'est mes craintes. Hein. C'est mes Là, craintes, je peux dire, ça. si Israël repart, nous serons plutôt ravis parce que ça sera sa fin. Si Israël attaque, ils le savent. Oui. Ils le savent que ça sera la fin d'Israël. Oui. Donc voilà. Ils le savent et ils le feront pas. D'accord. Et s'ils le feraient, ils seraient bien reçus. Oui, j'imagine, oui. Et Ouais. pas seulement que par l'armée syrienne, hein. Ça va sans dire. Voilà, tout à fait. Alors, avant de vous laisser la conclusion, Essar, on va aborder les 2 derniers points de ce site-rep. Hein. Ouais. On se recentre sur l'Hexagone, puisque les 2 sujets, c'est le président nouvellement élu, Emmanuel Macron, dont je signale quand même que statistiquement, il aurait eu absolument pratiquement aucune chance d'être élu au premier tour, compte tenu de la situation, hein, du peu de crédibilité qu'il avait, programme inexistant, j'en passe à des meilleurs. Bref, enfin, il était à l'Élysée aujourd'hui, donc on va faire avec, hein, comme on dit. Malheureusement, la mascarade se poursuit, puisque Macron veut renouveler l'état d'urgence, hein, jusqu'au 1er novembre 2017, lors d'un vote de l'Assemblée prévu le 15 juillet prochain. Et puis le deuxième élément, c'est toujours avec Emmanuel Macron, mais cette fois-ci, c'est une rencontre avec Vladimir Poutine, qui est venu en France, en particulier au palais de Versailles, hein, le palais royal de Versailles, à l'occasion, je crois, de l'ouverture d'une manifestation, ou en tout cas d'une exposition. Voilà, exactement, une exposition. Donc c'est pas une réception officielle à l'Élysée, mais en tout cas c'est une première rencontre entre le nouveau chef d'État français et Vladimir Poutine. D'accord. En fait, pour ce qui est des élections en France, en fait, moi je pense que c'est effectivement, Macron, il est maintenant président français, il est aussi le responsable du pays. En fait, la première décision qu'il prend, ça a été effectivement de vouloir prolonger l'état d'urgence suite à l'attaque terroriste à Manchester. Oui. Chose que je peux comprendre parfaitement, en fait, que les chefs d'État cherchent à rassurer la population, puisque l'attaque terroriste à Manchester, elle a eu lieu quand même par des terroristes. Daesh l'a même revendiqué. Oui. Et c'est quelque chose qui quête tous les pays nécessairement, tous ceux qui ne se battent pas nécessairement réellement contre le terrorisme. Et la France en fait partie, puisque cette lutte contre le terrorisme qui a été déjà menée sous Hollande et sous Sarkozy avant, c'est des petits ingrédients ou un petit masque qui permet de dire on fait, mais en réalité ils ne font pas. Et la réalité sur le terrain montre quand même qu'il y a réelle connivence avec les terroristes, outre les paroles. Al-Nusra fait du bon boulot, Assad ne mérite pas de vivre. Et les armes envoyées par le président Hollande aux fameux rebelles syriens qui massacrent quand même de la population en Syrie, en sachant que Emmanuel Macron faisait partie du gouvernement et auparavant il était conseiller de l'Élysée. Hein. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc moi je peux dire aujourd'hui, Macron a tout pouvoir pour mener aujourd'hui, s'il le veut, une véritable lutte contre le terrorisme, oui. Et pas du tout comme ça par un masque ou par la poudre aux yeux, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc c'est important de le voir comme ça. On peut espérer que il y ait une véritable lutte contre le terrorisme pour protéger la population et pour mettre aussi sous surveillance étroite tous les terroristes qui sont et toutes les cellules dormantes
Al-Nusra, Daesh et des frères musulmans qui sont en France et en Angleterre. Je rappelle quand même que l'Angleterre est une plaque tournante, hein, mais là-dessus, et que personne ne dit mot d'ailleurs là-dessus. Tout le monde est complice, on dit non, c'est très bien. Donc ça c'est très important en fait qu'on pousse effectivement dans le sens d'une véritable lutte contre le terrorisme, mais quand on pose la question aux responsables, je peux dire aux responsables de sécurité, ils disent que c'est pas ça qui va être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Oui. Et la réalité, c'est pas ça qui va être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Il faut agir aussi contre l'idéologie terroriste. C'est l'idéologie wahhabite qui est diffusée systématiquement par l'Arabie saoudite avec l'argent de l'Arabie saoudite qui vient dans les poches des uns et des autres de l'État et qui vient aussi alimenter tout un tas de personnages et de personnalités ici et là pour être complices de l'État saoudien. Je voudrais à cet effet rappeler que l'ONU voulait mettre à un moment donné mettre l'Arabie saoudite sur la liste noire des pays qui alimentent le terrorisme, étant donné la guerre menée contre le Yémen qui tue des femmes, des enfants, etc. Et que l'Arabie saoudite a payé pour acheter la décision contraire, et donc elle a été enlevée de cette liste noire, et même la proposition n'a même pas été absolument, elle n'a même pas été soumise. Le dernier point aussi, le scandale où l'Arabie saoudite se trouve au Conseil des droits de l'homme alors que la Russie n'a pas été admise dans le Conseil des droits de l'homme puisque la place a été occupée par l'Arabie saoudite. Je trouve ça d'une abjection totale. Et en plus, le responsable de la lutte antiterroriste, c'est Erdogan, qui est à l'OTAN, en fait. Et c'est lui qui est le plus grand pourvoyeur du terrorisme dans la région. Il est important qu'on le dise et qu'on le sache, et que même dans son pays, il est en train d'utiliser les terroristes contre les opposants. En fait, tous les opposants turcs. Ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on en tienne compte. Ce sont des données importantes qui vous sont cachées, chers amis et chers compatriotes français. Donc, c'est important de le savoir. Alors, excusez-moi, Sarah, je voulais faire une parenthèse avant de vous laisser la suite. Vous parliez de Manchester et je vous annonce, je profite de l'occasion de votre site rep pour vous annoncer qu'il y a un autre site rep qui va être tourné à propos de la Libye, qui explique l'origine du terroriste qui a commis ces atrocités dans la salle de concert, qui a fait 22 victimes de très jeunes, quelquefois même. En tout cas, c'est la jeunesse britannique qui avait été visée. Et il semblerait clairement que cet individu a fait des voyages entre la Libye en allant adhérer au concept wahhabite takfiriste d'un groupe terroriste dont le chef est Abdelhakim Belhadj, qui sévit encore à Tripoli et qui a été formé apparemment par les services secrets britanniques. Donc il y a un lien très direct entre le terroriste et les services secrets britanniques. Absolument, absolument, c'est vrai. Et pour moi, cet attentat de Manchester aussi, rappelle aussi l'attentat du Bataclan à Paris. Absolument. C'est exactement la même horreur. C'est aussi un concert, etc., qui vise la population qui va se distraire, la population jeune et moins jeune, et en fait, pour lequel il n'y a pas eu grand-chose de fait, puisque on a arrêté une personne et puis on n'a jamais parlé de l'ensemble du réseau, on n'a jamais arrêté le réseau, etc. Donc, il y a eu une manifestation. C'était... excusez-moi, ça me fait sourire quand même, une manifestation où
se retrouver au Land à côté de Netanyahou. Oui, dans une rue à part. Hein. Etc. Dans les 20 minutes, etc. qui ont suivi, je trouve que c'est quand même... Non, c'est quelque chose, quoi. C'est... mettre Netanyahou comme étant dans la lutte antiterroriste, c'est quelque chose, quoi. On est à une époque d'imposture, hein. Vous parliez de l'Arabie Saoudite. Un mensonge systématique et d'imposture systématique. Et donc aujourd'hui, la lutte contre le mensonge va de pair dans la lutte contre le terrorisme et va de pair avec la lutte pour la vérité et pour la justice dans le monde. Donc, et contre les ingérences, contre l'impérialisme, contre l'exploitation des richesses d'un pays par un autre pays, tout simplement parce qu'il est plus fort, quoi. Oui. Donc, alors, dernier point, hein, c'est toujours à propos de M. Macron, mais cette fois-ci avec la rencontre qui se passe en ce moment, hein, enfin en tout cas aujourd'hui, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et puis je vous laisse la conclusion tout de suite après. D'accord. Bah, moi, je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait d'autres rencontres, que ce soit la porte ouverte à d'autres rencontres pour différentes raisons. D'abord, une reprise des relations normales avec la Russie, puisque de toute façon, le peuple français et le peuple russe sont liés oui. Depuis longue date, et par l'histoire, et par la culture. Oui. C'est quand même quelque chose de très important, en fait, la culture du peuple russe, hein, d'un côté. Donc, de l'autre côté, il y a aussi un lien économique qui est très important entre la France et la Russie, et que toutes ces sanctions qui ont été votées contre la Russie nuisent à la France et nuisent à tous les producteurs français, que ce soit les producteurs agricoles, que ce soit les producteurs de fromage, de tout, alimentaire, hein. Donc toute l'alimentation, etc. Et je pense que ça nuit davantage à l'économie française et au peuple français. Et on se demande pourquoi il y a eu ces sanctions, en fait, et ce blocus contre la Russie, alors que c'était l'Union européenne qui agressait la Russie et tout ce qui est russe en Ukraine, oui. Et pas l'inverse. Oui, absolument. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'assez fou dans le mensonge et dans l'inversion des faits. Et dans la décision dans les décisions qui sont prises sur la base de faits mensongers. Permettez-moi aujourd'hui de faire une grande parenthèse aussi de retour à la Syrie, puisque tous les faits et toutes les décisions contre la Syrie ont été prises sur la base de faits mensongers, sur la base d'assassinats perpétrés et de massacres perpétrés par les terroristes contre la population civile, qui ont été mises sur le dos de l'État syrien. Oui. Et le massacre chimique d'abord. Le massacre chimique, là. Je reviens justement, j'allais y venir. Merci, Tom. D'ailleurs, je rappelle que même l'attaque de Khan Sheikhoun, qui a été mise sur le dos de l'État syrien, je rappelle que l'État syrien a demandé la formation et l'envoi d'une commission d'enquête sur les lieux pour qu'il y ait vraiment une étude de ce fait. Et bien, jusqu'à présent, elle n'a pas été approuvée. Ça fait 2 mois quand même de ce fait. Donc, franchement, aujourd'hui, la vraie lutte, la lutte contre le terrorisme passe aussi par la lutte pour la vérité, oui. Et contre le mensonge et pour la justice. Et donc, il faut que tous ces États, tous ces pays se plient à la volonté des peuples, de leur peuple. Aujourd'hui, j'ose penser que le peuple français a envie de diminuer le chômage, a envie d'avoir une vie meilleure, oui. Et surtout une sécurité importante
qu'ils soient sûrs que leurs enfants vont à l'école, qu'ils vont revenir entiers, etc. Je ne leur souhaite pas du tout le sort que la Syrie a subi pendant ces 6 dernières années et elle continue, mais il est important d'en tirer la leçon et il est important de voir où se trouve le vrai ennemi et le vrai terroriste. Oui. Merci. Et de faire attention à ne pas se laisser embrumer l'esprit par, je dirais, la présence inacceptable de ce que vous appeliez la coquille vide qui contient des organisations terroristes et qui utilisent comme drapeau l'armée syrienne libre. Voilà, le fameux drapeau aux 3 étoiles rouges. Dont on voit les drapeaux sur tous les édifices en France, hein, et accompagnés du drapeau de Jabhat al-Nusra et des drapeaux de Daesh. Leur complicité n'est plus approuvée et elle n'est plus approuvée. Donc, oui, en plus. Voilà. Et il est important, tout le monde le sait, tout le monde le voit, de la même manière, ceux que la France a consacrés comme Oscariens, à qui elle a donné l'Oscar de la paix, etc. Les White Helmets et les casques blancs ne sont rien d'autre que des terroristes d'Al-Nusra qui changent de casque et qui changent de casquette de temps en temps. Oui. Leurs vidéos le montrent. Elles ne sont pas truquées, leurs vidéos. Hein. Elles le montrent et on les voit. Ce sont les mêmes qui passent de l'un à l'autre et troisième. Ce sont des vases communicants et toutes les organisations terroristes, ce sont les mêmes personnes qui se baladent entre toutes les organisations. Donc, il est important aussi d'en prendre conscience de ça. Oui. Voilà. Une petite conclusion pour terminer ce site-rep, Essar. Alors, une petite conclusion. Je vous souhaite à tous, en fait, une vie saine et sauve, hein, loin des terroristes, parce que c'est être exposé à eux n'est pas chose facile. Et j'espère, là, on va avoir la semaine prochaine des élections législatives, hein, le 11 juin, donc non, dans 2 semaines en fait. Donc pensez à tout ce qu'on a dit, pensez à vous documenter pour faire les bons choix en France, mais surtout exiger les bonnes positions de ceux que vous élisez et de ceux du gouvernement qui va en sortir. Donc, je vous souhaite une excellente journée et puis 2 excellentes semaines en attendant la prochaine fois. Merci beaucoup, Essar. Merci de nous avoir donné, malgré les difficultés techniques que nous avons rencontrées, qui sont probablement pas fortuites d'ailleurs. Merci de nous avoir donné cet éclairage du terrain et à très bientôt, dans 15 jours, normalement. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir dans 15 jours. Merci, Essar. Au revoir. Merci toi.